Bonjour à tous, bienvenue pour la séance 8 en JavaScript. Nous allons démarrer avec l'introduction de la programmation orientée objet, un concept très important en informatique qu'on retrouve dans pas mal de langages. Comme vous êtes peut-être pas mal à suivre plusieurs formations sur cette chaîne, vous savez que c'est un concept qui revient assez souvent. On l'a vu en Java, on le voit en C++, on le voit en PHP, en pas mal d'autres langages de programmation. Et si vous regardez du coup toutes ces vidéos, vous avez eu les explications de ce concept à chaque fois, et j'essaye du coup de vous l'expliquer avec des mots différents. Peut-être que les explications données sur cette vidéo de JavaScript seront plus claires pour vous que sur d'autres vidéos, donc ça permet comme ça, en expliquant la même chose, au final, le même principe, et bien d'utiliser des mots et donner des explications différentes pour vous expliquer en fait la même chose au final, et que vous puissiez, à la fin, en tout cas pour tous, avoir compris ce principe, en tout cas ce paradigme de la programmation objet. S'il y a des gens qui veulent déjà quelque chose de plus général, je vous invite avant tout à aller voir sur la playlist Aide Générale, vous avez une vidéo concernant justement la programmation orientée objet, qui aborde la chose avec des schémas, avec pas mal d'illustrations, et qui permet déjà de se faire un bon aperçu sur ce qu'est la programmation objet, si vraiment vous ne savez pas ce que c'est, ou que vous avez quelques petites confusions concernant ça. Et vous aurez comme ça un petit peu tous les éléments qu'il vous faut pour comprendre un peu la suite. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce qu'il faut savoir en tout cas concernant la programmation objet? Pourquoi ce paradigme est né, comment il est né, et pour quel besoin en fait, quelle utilité en informatique, puisque généralement la première chose qui vient dans la tête des gens qui étudient justement ce nouveau paradigme, c'est que ça rajoute du code, c'est que ça complexifie justement le code, puisque ça rajoute pas mal de lignes de code en fait, pour faire un peu la même chose que ce qu'on pourrait faire sans justement utiliser cette programmation objet, qui est constituée de classes, d'objets, de méthodes, d'attributs, de tout un tas d'autres notions derrière qu'on parlera, notamment l'héritage, le polymorphisme, enfin vraiment pas mal de choses comme ça qui peuvent être plus ou moins utiles selon les cas bien évidemment. Il faut savoir utiliser les différentes choses selon le contexte. Cette programmation objet, en fait, alors elle n'est pas parfaite déjà, il n'y a pas de solution parfaite en informatique, c'est les chercheurs en fait en informatique ont toujours essayé de trouver différents paradigmes, différentes méthodes ou manières de programmer, de concevoir nos programmes, nos applications, nos sites web, nos jeux, etc. Sans évidemment approcher quelque chose qui est parfait, mais on essaye de s'en rapprocher un maximum. La programmation objet est certainement une des approches qui est assez réaliste, on va dire, ou très facilement compréhensible par rapport à ce qui vous entoure réellement. C'est-à-dire si vous prenez en fait le monde qui vous entoure, on peut très facilement représenter chaque chose, d'accord, sous forme d'entité propre, d'une part, d'accord, par exemple l'être humain peut être représenté comme étant une entité, d'accord, on parlera dans ce moment-là en programmation objet de classe, ok, c'est un modèle en fait de fabrication, un modèle de base, un moule si vous préférez, donc l'humain peut être une classe bien particulière, qui lui est propre en fait, d'accord, qui a son identité propre, et partie de cette classe-là, on va pouvoir produire des instances de cette classe, donc là je parle en termes programmation, d'accord, qui forment les fameux objets, d'accord. En programmation objet, d'où le terme, on manipule des objets. Ces objets sont des instances, c'est-à-dire des créations issues d'une classe qui est en fait un modèle, d'accord, pour la fabrication de ces objets-là. Donc imaginez, l'être humain qui vous entoure représente une classe et on peut former plusieurs objets, plusieurs êtres humains à partir de ce modèle-là. On retrouve très naturellement et très facilement d'autres entités, comme les animaux, d'accord. Un animal peut être également une classe, peut représenter une classe facilement. Donc c'est facile de passer de ce modèle réaliste à un modèle informatique, d'accord. Mais l'animal, c'est également quelque chose qui est très général, d'accord. On peut par exemple retrouver le tigre, un chien, un chat, et on a du coup des animaux beaucoup plus spécifiques, parce qu'un animal c'est très vague, ça peut comporter tout un tas d'éléments qui le constituent, mais sans que ce soit suffisamment explicite. Et ça, c'est un concept que vous verrez également en programmation par la suite, qu'on abordera, qui permet de représenter cette chose-là, d'avoir quelque chose de très général en haut, l'animal, d'accord, même l'être humain, et ensuite de partir sur des choses beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus spécifiques, comme un chien, un chat, qui disposent de tout un tas d'éléments. Donc ça, c'est un premier principe. On peut représenter encore une fois des entités via cette programmation objet. Une classe en programmation va être représentée par deux choses principales. Son comportement, ou en tout cas on peut dire les services qu'elle peut rendre, les actions qu'elle est capable de faire, qui sont représentées par des méthodes. Les méthodes, vous savez en fait déjà ce que c'est, puisque ce sont simplement que des fonctions. Vous avez appris dans la séance présente ce qu'était une fonction en JavaScript, ou si vous manipulez d'autres langages de programmation, vous savez créer et utiliser des fonctions dans notre langage de programmation, c'est exactement la même chose. Une méthode, c'est simplement le terme pour différencier une fonction simple d'une fonction qui appartient à une classe, d'accord. Donc une classe aura des méthodes, c'est les services qu'elle peut rendre, les actions qu'elle peut mener, les choses qu'elle peut faire en fait, tout simplement.
Et elle va être constituée également d'éléments, de propriétés, d'attributs qui constituent cette classe-là. Pour un être humain, ça peut être son âge, ça peut être son genre, ça peut être son nom, ça peut être, je sais pas moi, son métier, tout un tas d'autres choses. Pour un animal, ça peut être son régime alimentaire, son poids, son nom aussi, son âge, enfin voilà. D'accord? On représente vraiment toutes ces choses-là. Donc une classe est un modèle pour créer divers objets, et une classe est constituée principalement, pas obligatoirement, mais principalement en tout cas, de deux éléments différents. Ses attributs, c'est-à-dire ce qui la constitue, et des méthodes, c'est-à-dire les services qu'elle peut rendre, ce qu'elle est capable de faire. Voilà comment on fonctionne. Et encore une fois, c'est un modèle du coup la programmation objet qui est très simple à concevoir, très simple à se représenter pour nous en tout cas en tant qu'être humain, comparé par analogie avec le monde réel, d'accord? On peut représenter encore une fois, comme je l'ai dit, chaque objet comme étant une entité. Votre téléphone peut être représenté par une entité, une tasse, un cahier, un téléphone, n'importe quoi, votre ordinateur, votre bureau, peu importe, votre chaise, sont des entités propres, qui peuvent posséder très facilement des attributs. On peut facilement lister, vous pouvez facilement lister les attributs de ces différentes classes, d'accord? Ces différents modèles, et vous pouvez éventuellement leur trouver des actions. Avec un téléphone, on peut logiquement téléphoner, sinon il y aurait un gros problème quand même par rapport à ça. Avec un bureau, voilà, on peut poser des objets dessus, on peut faire tout un tas de choses également, on peut avoir un tiroir et on peut ouvrir un tiroir. On retrouve du coup différents éléments et éventuellement des éléments qui interagissent entre eux, et c'est là que c'est du coup très intéressant. Ensuite, la programmation objet, il ne faut pas forcément la voir non plus, quand on parle de classe, que et uniquement que comme des entités, d'accord? C'est souvent aussi ça l'erreur que les gens peuvent faire, c'est-à-dire qu'ils essayent de se dire je veux représenter une entité, du coup je fais une classe pour cette entité, comme s'il n'y avait que ça. Évidemment ce serait pas suffisant. On peut également représenter des concepts beaucoup plus abstraits ou des idées, d'accord, des notions bien particulières. Par exemple, prenons la capacité de voler, ok? Je pense que l'être humain rêverait, pour beaucoup en tout cas, d'avoir cette capacité de voler. Eh bien la capacité de voler, on peut l'imaginer comme étant un élément qui est propre, d'accord? On a cette capacité, imaginez, de voler, quelque part, et on a différents éléments, éventuellement des entités, comme un être humain, une tortue, d'accord, une classe tortue, une classe humain, une classe voiture. Et le jour où on veut permettre à ces différentes entités de voler, d'avoir la capacité de voler, on peut les rattacher à celle-ci. Et cette capacité de vol pourrait être représentée comme une forme de classe, d'accord, en programmation pure. Vous voyez, là on parle pas d'entité, hein. Capacité de vol, ça n'a rien à voir avec une entité propre. C'est pas une entité, c'est une capacité, une fonctionnalité, on peut dire qu'on peut comme ça rattacher, intégrer à autre chose. Donc on peut éventuellement se servir de la programmation objet pour ce genre de choses, de dire nous avons une capacité ici de vol, qui dès qu'on va la rattacher par exemple à un humain, on obtiendra du coup un humain capable de voler. Si on la rattache à une classe tortue, on aura une tortue capable de voler. Si on rattache à une voiture, on aura une voiture capable de voler aussi, etc. Et on peut retrouver bien sûr d'autres choses, comme par exemple dans un jeu vidéo, ça c'est un exemple que je reprends assez souvent parce qu'il est très parlant. Dans un jeu vidéo, vous allez manipuler pas mal d'entités, le joueur, les monstres, la map dans laquelle vous interagissez, les différents éléments du décor, etc. Mais vous pouvez également avoir des classes qui vont constituer les ressources, c'est-à-dire qu'un joueur c'est une entité bien propre, on comprend, hein, il a un nom, un niveau, des points d'attaque par exemple, des armes qu'il peut utiliser, etc. Mais c'est aussi en termes informatiques, une image par exemple qui va être chargée, qu'on va animer, ce genre de choses. Et ça, il faudra bien en programmation objet le représenter d'une certaine manière. Donc on peut représenter ces ressources par des classes bien spécifiques. Pourtant il ne s'agit pas véritablement d'entité, on est plus dans une gestion de ressources. On aura du coup une classe qui agit comme un gestionnaire de ressources, un manager. Comme on aura par exemple un game manager qui sera tout simplement un gestionnaire global de votre jeu, qui permettra le lancement du jeu, le chargement des différentes ressources, de savoir par exemple depuis combien de temps vous avez démarré votre jeu, pour permettre de le quitter, de sauvegarder ou ce genre de choses, d'accord? Quelque chose qui est très global. Donc voilà comment on représente la programmation objet, différents éléments comme ça, des entités, des notions, des idées, des concepts abstraits ou non, qui peuvent du coup être constitués d'éléments, d'accord, les fameux attributs, sont capables de faire certaines choses, les services, les méthodes, et peuvent, comme vous l'avez remarqué dans ce que je vous ai dit, interagir entre eux, d'accord? On peut très bien faire interagir un humain avec un autre humain, un humain avec un animal, un humain avec une voiture, hein, un humain qui conduit une voiture, il y a une interaction entre deux classes, et on l'imagine très facilement. Voilà comment, en tout cas, est venue l'idée de créer en fait ce paradigme, et de l'employer en informatique, parce que c'est quelque chose qui est encore une fois suffisamment parlant pour l'humain, le développeur que nous sommes, pour pouvoir justement, par analogie, l'utiliser ou l'appliquer en programmation. C'est très parlant comme exemple, et il y a d'autres paradigmes qui sont peut-être un peu moins que celui-là. Donc celui-là est quand même suffisamment parlant de ce côté-là. Voilà comment le représenter. Visuellement, visuellement, pas forcément visuellement, mais comment on peut se représenter maintenant la classe en elle-même,
pour faire simple et voir un petit peu l'utilité que ça peut avoir, donc là je vais être assez long dans mes explications parce que je trouve que c'est très important de comprendre ce concept-là. La classe, en fait, en elle-même, vous pouvez la représenter comme une boîte, d'accord? C'est-à-dire, c'est comme si par exemple vous arrivez sur une île déserte, ok? Vous tombez sur une boîte ou un coffre, ce que vous voulez, qui est fermé, on ne peut pas l'ouvrir. Il est marqué dessus, par exemple, je sais pas moi, voiture, d'accord? On a une boîte marquée voiture. Vous avez plusieurs boutons sur cette boîte avec différentes actions. Vous avez un bouton qui permet de faire rouler la voiture, un bouton pour la faire démarrer, un bouton pour ouvrir les portières, ce genre de choses, n'importe quoi. Ça, ce sont les méthodes, d'accord, de votre classe. Vous avez ensuite les attributs. Vous avez une liste d'éléments qui vous dit le niveau d'essence, par exemple, la puissance de la voiture, la vitesse à laquelle elle peut rouler au maximum, tout un tas d'autres informations. Juste par rapport à ça, vous voyez, juste en ayant listé les attributs, alors ça c'est même pas obligatoire, mais bon, on peut en parler, et en ayant donné les méthodes, les services que peut rendre cette classe, vous seriez capable de l'utiliser. Pourtant, jamais dans ce que je viens de vous dire, je vous ai expliqué comment était conçue cette voiture, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de cette boîte, comment c'était construit en interne. Je vous ai juste dit, il y a une voiture, vous savez que c'est une voiture, c'est marqué dessus comme le port-salut, vous avez les méthodes, ce qu'elle peut faire cette voiture, et éventuellement, et c'est même pas obligatoire de les donner, les attributs qui la constituent. À partir de là, si demain vous devez rouler avec cette voiture, ouvrir les portières, vous saurez sur quel bouton appuyer. C'est aussi simple que ça. Et voici un principe, un atout de la programmation objet. C'est la réutilisation du code et surtout le fait d'avoir quelque chose de suffisamment opaque. En gros, vous allez pouvoir employer des classes et utiliser de la programmation objet issue d'autres développeurs sans forcément devoir analyser le code qui a été fait. Moi par exemple, mettons, j'ai besoin de manipuler des fichiers dans un programme, d'accord? Partons du principe qu'il n'existe pas de classe pour faire cela en JavaScript, je vais créer une classe, d'accord, de fichiers, qui représentera une entité pour le coup, ou un concept, un fichier, d'accord, un fichier informatique, et je vais avoir différentes méthodes pour ouvrir ce fichier, le lire, écrire dedans, faire de la recherche, et différentes choses comme ça. Si je mets à disposition cette classe, n'importe quel autre développeur qui à un moment donné a besoin de manipuler des fichiers pourra s'en servir. Jamais il aura besoin, encore une fois, d'aller voir dans le code comment j'ai fait pour lire le fichier et écrire. Tant que c'est fonctionnel, tant que ça fait ce que ça doit faire, il aura juste à savoir les méthodes, ce que peut faire cette classe, et il pourra l'utiliser directement. Voilà le principe. Ça, c'est de la réutilisation de code. En gros, c'est partir du principe qu'on produit un code, on conçoit quelque chose et on peut le réutiliser plus tard. Ça peut être quelqu'un d'autre, mais ça peut être vous-même aussi. Vous pourrez très bien avoir besoin de manipuler des fichiers dans un projet, et dans un mois, vous travaillez sur un autre projet complètement différent, qui a besoin pour le coup de manipuler des fichiers. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus qu'à réutiliser votre classe précédemment, et vous en servir tel quel, d'accord? Encore une fois, sans avoir besoin de voir comment vous aviez fait pour la lecture et l'écriture. Si c'est fonctionnel, il n'y a pas besoin de regarder le code. Si après c'est buggé, c'est autre chose, évidemment. Donc ça, c'est un premier point, la réutilisation du code qui est très importante, et un autre point aussi qui est l'évolutivité du code, c'est-à-dire la possibilité de l'améliorer et de le maintenir. Demain, admettons, quelqu'un récupère, on va prendre cet exemple-là parce que je trouve que c'est suffisamment parlant aussi, quelqu'un récupère votre classe de fichiers parce qu'il a besoin de manipuler des fichiers, il n'a pas envie de tout reprogrammer lui-même, à zéro, il reprend du code qui existe déjà, de l'existant. Il récupère ça, et là, il travaille sur un projet, il a besoin de chiffrer un document informatique. Vous, quand vous avez conçu cette classe, vous n'aviez pas fait de méthode pour chiffrer votre document. On part bien sûr du principe que le code est open source, donc il est disponible. S'il n'y a pas le code disponible, c'est plus compliqué, mais on part bien sûr du principe que le code est disponible. La personne, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va tout simplement accéder à la classe, d'accord? Donc il aura le code en fait que vous avez produit, et il va pouvoir créer sa propre méthode à cette classe, qui permettra de chiffrer un document, tout simplement. Il va ajouter une nouvelle fonctionnalité, il va faire évoluer la classe en l'enrichissant de nouvelles choses, de nouvelles méthodes, de nouvelles fonctionnalités, et éventuellement si elle a besoin de nouveaux attributs. C'est-à-dire qu'elle sera peut-être constituée de nouveaux éléments, si elle a besoin de nouveaux éléments nécessaires au chiffrement du document. Et on aura enrichi cette classe, et après elle pourra être réutilisée telle quelle, et on aura des fonctionnalités supplémentaires pour cette classe. Donc c'est quand même très très important. Et je vois que ça fait la lumière, au revoir, elle est partie la lumière. Pourtant il n'est pas très tard, mais on voit qu'on n'est plus en été. Voilà, donc en gros, comment il faut comprendre? La réorganisation du code, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir du code tout mélangé dans des simples instructions ou éventuellement formaté dans des petites fonctions perdues, on va pouvoir tout catégoriser comme il faut via des classes. C'est plus parlant pour un être humain, encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, de se dire, on représente chaque chose en fait par des entités, des concepts, des idées, et on met ça du coup dans des classes. Un humain, plutôt que de le perdre dans 15 000 fonctions, d'avoir par exemple une fonction pour faire marcher un humain, faire manger un humain, qu'elle soit mélangée dans du code,
pourquoi on factorise pas tout ça dans une super fonction? Encore on peut l'appeler ça comme ça. Et une classe, c'est un peu ce principe-là. C'est encore une fois une factorisation supplémentaire, une nouvelle couche, d'accord, d'abstraction au niveau du code. Comme vous avez vu dans la vidéo précédente où quand on avait des instructions qui se répètent, on prend l'habitude de factoriser ça dans une fonction pour éviter la répétition, et je vous avais dit qu'une fonction ne doit faire qu'une seule chose à la fois, elle remplit une seule tâche. Et bien quand vous avez plusieurs fonctions qui sont rattachées à la même chose, la même entité, le même concept, on peut factoriser tout ça dans une classe. Voilà, ça c'est le premier intérêt de faire de la programmation objet, c'est de factoriser tout ça dans un élément qui du coup rejoint une même idée, d'accord, qui est cohérent en fait avec lui-même. Faire marcher un être humain, faire manger un être humain, ça concerne un être humain. Donc autant mettre ça dans une classe qui du coup représenterait ce fameux être humain, et qui aurait du coup tout un tas de services disponibles et d'actions qu'il est capable de faire. Ensuite, la réutilisation du code, et bien évidemment la maintenance du code, l'évolution du code. Voilà à quoi permet la programmation objet. Ça veut pas dire encore une fois qu'on pourrait pas le faire sans, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Surtout si vous travaillez à plusieurs. Déjà quand on travaille tout seul sur un projet, sur un code, si vous avez un code qui est suffisamment long, mettez ce code de côté pendant quelques mois, revenez dessus, vous verrez que vous allez des fois devoir relire certains passages de votre code parce que vous saurez même plus ce que vous aviez fait il y a quelques mois. Alors maintenant imaginez une équipe de 200 personnes sur un même projet, avec différents fichiers, différents bouts de code. Si tout n'est pas organisé un minimum, si on a juste des fonctions mises à droite à gauche, etc., toutes mélangées, et en plus, comme c'est souvent le cas malheureusement, mal nommées, qui sont pas auto-documentées, c'est c'est la cata complète, et on s'y retrouve absolument pas. Donc voilà, donc encore une fois, il faut pas prendre ça comme étant quelque chose de sacré, c'est-à-dire que la programmation objet, comme n'importe quel paradigme, n'est pas parfait, on trouve des défauts dans n'importe quel paradigme en programmation, quel qu'il soit sans exception, mais ça répond, c'est une solution qui vient essayer de résoudre ou de répondre à des besoins bien spécifiques. Il y a des cas où il est quand même très intéressant de l'aborder, et il y a des cas où vous verrez par exemple où la programmation objet est à éviter, parce que on va alourdir inutilement du code, alors que ce n'est pas nécessaire. D'autant que certains programmes dits multiparadigmes permettent de mêler plusieurs paradigmes, c'est-à-dire que vous allez avoir un projet complet, et vous aurez certains passages de votre projet faits en programmation objet, avec des classes, etc., des objets qui sont instanciés, et d'autres passages qui sont plus restreints, plus spécifiques, où vous pourrez faire de la simple programmation procédurale impérative, et ça ne posera pas de soucis. Et le bon programmeur, encore une fois, c'est pas celui qui se cantonne à un seul paradigme ou un autre, en pensant que c'est le paradigme parfait qui peut tout faire avec, c'est celui qui connaît un maximum de paradigmes possibles, qui peuvent être utiles, et qui sait utiliser les bons selon les contextes, voilà, des contextes bien spécifiques, qui sait que pour telle partie de son code, c'est ce paradigme-là qui, semble-t-il, serait le plus approprié, et tel autre paradigme pour telle autre partie d'un projet. Voilà comment ça fonctionne. Passé cette grande intro qui a pris un quart d'heure d'explication, mais c'était quand même très important encore une fois, important pour ceux qui parmi vous découvrent la programmation pour la première fois et la programmation objet pour la première fois, et ça servira aussi pour ceux qui avaient déjà eu des explications sur une autre formation, puisque je vous l'expliquais encore autrement, parce que j'essaye de pas toujours dire la même chose d'une formation à l'autre pour expliquer le même concept au final. Donc j'essaie de changer un petit peu la manière de l'expliquer pour que ça vous fasse comme ça différentes explications. On va passer à du code maintenant, on va voir comment créer notre classe, que maintenant je vous ai donné l'explication théorique, voilà comment ça fonctionne tout ça, le principe. Encore une fois, je rappelle, dans la playlist Aide Générale, vous avez une vidéo explicative très générale sur la programmation objet avec des schémas. Là, comme j'ai juste discuté, si vous avez besoin de schémas supplémentaires pour mieux comprendre, mieux situer les choses, allez voir cette vidéo en attendant, et vous aurez tous les éléments pour bien comprendre chaque partie bien spécifique. Concernant JavaScript, puisqu'on est maintenant sur du code, comment nous allons représenter ça? Logiquement, à ce stade de la vidéo, vous savez maintenant ce qu'est un objet, une classe, je vous ai expliqué de quoi il constitue une classe, et on va simplement, maintenant que vous avez le principe qui vous est donné, on va juste se servir de notre outil qui est dans cette formation, le JavaScript. JavaScript, c'est comme un langage, une langue parlée, c'est un langage de programmation qui va permettre, via une syntaxe précise, une écriture, d'exprimer, d'accord, de mettre en application ces différents principes. Donc si vous avez compris le principe, ce sera juste après de la syntaxe, purement de la syntaxe, et il n'y aura aucune complication. Si déjà le principe n'est pas compris, vous pourrez comprendre parfaitement la syntaxe, vous serez évidemment complètement paumé. Donc encore une fois, le plus important dans ces choses-là, c'est de bien comprendre comment les choses fonctionnent. Après, l'écriture du code en lui-même, c'est juste de la syntaxe, d'accord? Il suffit juste de savoir comment ça s'écrit d'un langage à l'autre, et ça va tout seul. On va représenter, puisqu'on parlait de cet exemple-là, on va représenter ça, notamment avec la voiture. Peut-être pas forcément la voiture, parce que c'est un exemple, je crois, que j'avais pris dans d'autres formations. On va peut-être éviter de reprendre toujours la même chose. Donc ce qu'on va faire, on va faire ça comme ça. Déjà, on va utiliser le mot-clé classe, voilà, logique, on va utiliser ça, c'est le minimum par rapport à ce que l'on veut faire, pour définir une classe en JavaScript. Je vais l'appeler
music player. Parce que si je mets player, on va penser que je parle d'un joueur. Nous allons créer un lecteur de musique. Alors, la représentation d'un lecteur de musique. On est d'accord qu'un lecteur de musique, on arrive facilement à se représenter ce que c'est. C'est-à-dire si je vous dis, si vous vouliez faire créer un lecteur de musique, comment vous le feriez? C'est-à-dire qu'il y aurait deux questions finalement à se poser. Sans parler du design, tout ça, bien évidemment, ou du prix de vente, hein, on n'en est pas là. Mais il y aurait deux choses principales. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce lecteur de musique et de quoi est constitué ce lecteur. Constitué, ça peut être par exemple, pour le coup, son prix, sa couleur, le poids de l'objet, et éventuellement la capacité maximum, hein, que le nombre de musique par exemple qu'on peut stocker dessus, etc., etc. Et ensuite, les méthodes, vous voyez, très simplement, c'est ce qu'il est capable de faire. Qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant qu'utilisateur de cette classe, de ce lecteur de musique, qu'est-ce que je peux faire avec, d'accord? Donc on va créer cette classe. Comme pour les fonctions, on met des accolades, c'est ce qui va définir en fait la partie de la classe. Et ici, nous allons avoir un élément très particulier qui est le constructeur. N'oubliez pas, la classe, c'est un moule, un modèle, qui va dire, voilà, mon lecteur de musique, pour l'exemple ici, il est représenté de telle manière. D'ailleurs, je vois que j'ai oublié de... Voilà, ça va être mieux pour vous, heureusement qu'il n'y avait pas trop d'explications de données. Ici, donc le lecteur musique, comment on va le représenter? D'accord? C'est-à-dire qu'on va avoir besoin de le construire. Quand je vais vouloir créer un objet, c'est-à-dire une instance de classe, hein, un objet est une instance de classe, tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Je veux pouvoir créer selon des choses bien précises, c'est-à-dire des attributs bien précis. En gros, quand je veux créer un lecteur, je veux qu'éventuellement il y ait des éléments à faire disposer, donc à ajouter, à intégrer à ce lecteur-là. On va utiliser pour cela le mot-clé constructor, ici, et vous allez passer différents éléments en paramètres. Donc là, vous voyez, c'est le même schéma un peu que les fonctions. On a un nom, qui est ici donc un nom bien spécifique, réservé, qui est constructor pour dire qu'on a un constructeur. Et ici, éventuellement, c'est pas obligatoire, on peut lui passer des attributs. En gros, qu'est-ce qu'on va dire? Quand je vais vouloir créer ici un lecteur, donc je vais faire par exemple comme ceci, new music player, donc ça c'est la syntaxe pour instancier ma classe, pour créer un objet, on va lui passer différents éléments. Donc là, normalement déjà juste en faisant ça par exemple, l'objet va être créé. Là on dit simplement, le constructeur, tu affiches dans le document, ça c'est pour que ce soit encore une fois plus lisible pour vous, j'utilise plus souvent document.write plutôt que console.log, pour indiquer que l'objet est créé. Et là ici, en dehors de la classe, hein, d'accord, ça c'est le contenant de la classe en fait, le conteneur, ici on est en dehors de la classe, à partir de là, je déclare une variable, d'ailleurs je fais ça vraiment pas proprement, voilà comme ceci, et je lui crée une nouvelle, donc une new instance de music player, et je passerai en paramètre puisque le constructeur ne prend rien. Donc parti de là, si j'actualise, on voit que l'objet est bien créé, pas de problème, pas d'erreur, etc. D'accord? Ça c'est le minimum. On a défini une classe, défini un constructeur qui est du coup un constructeur par défaut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout aucun élément en fait à lui passer. Et ici on a instancié un objet. Player du coup est une variable que vous allez pouvoir utiliser, avec laquelle vous allez pouvoir travailler. D'accord? C'est une player, ici est une instance de la classe music player. C'est là où c'est important. Du coup, comment ça se passe? Moi le player, alors le seul élément qui peut servir, éventuellement ça peut être par exemple le format. On va faire, c'est un peu bizarre, je vais mettre ça comme ça. En gros je veux que ça prenne un, alors peut-être par contre, j'ai l'impression, c'est parce que j'ai pas utilisé. Format pour moi ce sera par exemple le format de musique que peut lire par défaut le lecteur. On peut partir de ce genre d'informations. En gros les attributs, d'accord? Ce qu'on va passer dans le constructeur c'est éventuellement des attributs rattachés à notre classe. Alors moi pour cet exemple je vais prendre que celui-là. Et pour former un attribut de la classe, on va utiliser un mot-clé très particulier qui est this. This veut dire tout simplement que ça appartient à cette instance en cours. C'est-à-dire que là, on a créé un objet, et pour cet objet-là, ça lui appartiendra qu'à lui, qu'à cette instance-là, il aura un format particulier. Donc on va dire simplement this point, d'accord, on utilise le symbole de point, format, c'est le nom d'ici de mon attribut, donc de ma variable en fait, simplement, et je vais lui passer bien, ce que j'avais donné ici dans le constructeur. Voilà. En gros, je dis là, tu crées un attribut de la classe music player qui s'appellera format, tu lui affectes la valeur qu'on a passée ici au constructeur, tout simplement. Et là, du coup, je suis obligé de lui passer un élément. Par exemple, ceci. Donc là, si je crée, vous n'allez voir aucune différence, d'accord? Dans la mesure où j'ai juste ici fait une affectation. Maintenant, je peux sans problème faire, alors directement même là, this.format, ceci. D'accord? Je décide d'afficher cet attribut. Donc là, si j'actualise, on obtient bien MP3. Créons un autre objet, alors ils seront du coup collés les deux, puisque j'ai fait un this.format, enfin j'ai fait un document.write, OGG par exemple, un autre format musical,
Et là, du coup, il me met... Attendez, j'ai fait une bêtise, oui, c'est normal, parce que j'ai la même variable. Hop, et voilà. On voit que le premier, c'est du format MP3, le deuxième, c'est du OGG, d'accord? Donc là, ils sont partis du même modèle, mais comme on les a instanciés, les deux objets obtenus sont bien distincts, d'accord? Encore une fois, reprenez, c'est pour ça que je vous dis, ça marche très bien avec la réalité, prenez le modèle de l'humain, ou de l'animal, d'un chat par exemple, voilà un modèle, donc une classe chat. Si vous avez deux chats qui naissent, ils seront bien différents, ok? Si on parle de jumeaux, parce que là c'est des cas bien spécifiques, mais prenons voilà deux cas distincts, ce seront deux animaux indépendants, d'accord? Et chacun pourra avoir son prénom, chacun aura son âge, chacun aura voilà ses problèmes de santé, ou voilà sa forme physique, etc., qui lui sera propre, d'accord? On aura vraiment deux choses distinctes. Donc là on a créé deux instances, du coup, pour Music Player, ok? Donc ça c'est ce qu'il y a à savoir. On va passer donc cet élément, je vais en recréer qu'un seul, hein, pas besoin de deux ici. Voilà, très simplement. Alors, en JavaScript, il y a une notion qui n'est pas encore intégrée au langage, qui va arriver par la suite, c'est-à-dire qu'au moment où je fais cette vidéo, c'est encore en expérimentation avec le langage, qui est l'accessibilité des éléments. Si vous programmez dans d'autres langages, comme C++ et Java notamment, vous savez ce qu'est l'accessibilité. En gros, on part du principe que les attributs d'une classe, d'accord, ce qui la constitue, ne devraient être accessibles que par cette classe. En gros, il y a seulement Music Player qui devrait avoir accès au format de musique qu'il peut lire. Et si on veut accéder par exemple à un attribut depuis l'extérieur de la classe, on devrait utiliser ce qu'on appelle un accesseur, un getter pour get, donc obtenir la valeur d'un attribut, ou un setter, donc set pour modifier la valeur d'un attribut. D'accord? On appelle ça les mutateurs, les accesseurs, il y a plusieurs noms différents. En gros, voilà de quoi c'est constitué. En JavaScript, c'est en train d'arriver, on va bientôt avoir la possibilité par la suite de pouvoir créer des attributs publics ou privés, que ce soit surtout pris en charge par tous les navigateurs web, ce qui va prendre quand même pas mal de temps. Pour le moment, c'est pas possible. En gros, ce qu'on pourra faire, on pourra notamment faire ceci. Donc avant le constructeur, mettre par exemple ici le nom d'un attribut, comme ceci ce sera un nom d'attribut public, et si on veut faire un attribut privé, il suffira d'ajouter un dièse. Voilà. Donc je vous montre la syntaxe, mais ne la faites pas, parce que de toute façon, ce n'est pas fonctionnel. Alors les attributs publics fonctionnent sur quelques navigateurs, pas tous. Par exemple, je sais que Microsoft Edge, ça ne fonctionne pas encore, et Safari non plus, il me semble. Et les attributs privés, même sur Firefox, ça ne fonctionne pas. Donc on évitera, j'en parle très rapidement pour vous dire que si un jour vous voyez arriver ce genre de format ou que via une mise à jour des standards JavaScript, on vous parle de ça, c'est parfaitement normal, c'est des choses encore en expérimentation qui vont arriver avec le langage. Pour le moment, malheureusement, on n'a pas ces histoires de accès privé public avec les attributs, donc on peut sans problème, ce qui n'est pas forcément très propre si encore une fois vous faites beaucoup de C++, de Java, accéder à un attribut en dehors de la classe. En gros, si je veux accéder ici à l'élément format, je peux le faire aussi en dehors de la classe. Sauf que là, je vais pas mettre this, parce que this, on a dit que c'était dans la classe. Ça, pour le coup, on l'utilise que dans la classe pour représenter l'instance elle-même, donc l'objet. Et là, l'objet est représenté par un nom de variable, donc c'est ça qu'on fait. Player, point, le nom de l'attribut. Et là, je vais accéder à l'élément. D'accord, MP3. Donc ça, dans d'autres langages de programmation où l'accessibilité des attributs est privée, ça ne marcherait pas. D'accord, vous direz tout simplement que l'attribut est privé, vous ne pouvez pas faire ça en dehors de la classe. Il faudrait faire par exemple ceci, get format, et avoir une méthode qui permet de récupérer le format. Alors vous pouvez déjà vous amuser à le faire par habitude si vous voulez, puisqu'il suffit simplement de faire ça en fait. Vous créez une méthode, vous voyez que là elle ne prend rien d'autre, on met juste le nom, on met pas de function comme ceci. On est dans une fonction appartenant à une classe, donc il n'y a pas besoin du mot-clé function en faisant ça. Function, c'est pour une fonction standard en JavaScript. Quand on est dans une méthode de classe, on met juste le nom directement de la méthode. Et là, elle prend rien en paramètres, et on fait juste un return. Vous savez retourner quelque chose, hein, depuis une fonction, donc une méthode c'est pareil, et vous faites ceci, this.format. Donc ça, c'est un moyen de faire plus ou moins d'utiliser des accesseurs, même si pour le moment, de toute façon, même sans, on peut accéder aux éléments privés sans problème. Et du coup, vous prendrez cette habitude d'écrire comme ça. Surtout si vous venez encore une fois du C++, de Java, si vous avez l'habitude de passer par des accesseurs, gardez cette habitude avec le JavaScript. Même s'il n'y a pas encore de sécurité ou d'empêchement, par exemple, d'accès aux attributs d'une classe depuis l'extérieur, vous pouvez prendre cette habitude-là, ça fonctionnera sans problème. Vous voyez que j'obtiens le même résultat en actualisant ma page. Aucune différence avec ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Donc ça, du coup, je vous ai montré rapidement comment faire une méthode pour une classe. Vous mettez un nom, quel qu'il soit, d'accord? Par exemple, play, ok? Et puis, hop, on a quelque chose. On peut mettre par exemple console.log, lecture en cours. Donc là, je mets dans les logs pour que ça différencie. Et puis, on fait ça. On fait player, c'est mon objet, d'accord, de classe music player. Je veux lancer la musique, donc j'utilise la méthode play. Vous voyez, ce qu'elle est capable de faire, ce qu'est capable de faire music player, il est capable de jouer, de play. Et on fait juste ça, on actualise, et là regardez dans la console, lecture en cours.
Ok, donc voilà un peu l'intérêt que ça a en fait au niveau programmation objet. Encore une fois, votre classe, des méthodes, c'est les services qu'elle peut faire, tout ce qu'elle est capable de faire votre classe, et les attributs, c'est ce qui constitue cette classe, d'accord? C'est les informations, les propriétés, les attributs de cette classe-là. Et on peut comme ça faire de la programmation objet de cette manière. Vous définissez votre classe, vous faites votre constructeur avec éventuellement des éléments ici à lui passer en argument, quand vous appellerez en tout cas elle aura besoin d'arguments, donc vous mettez des paramètres, et ensuite vous définissez si vous voulez des méthodes, et si vous avez l'habitude de manipuler des accessoires dans d'autres langages de programmation, moi personnellement je vous recommande de continuer d'utiliser ça. C'est-à-dire dès que vous avez besoin en dehors de la classe d'accéder à un attribut, d'accord, de votre classe, faites une méthode d'accès, d'accord, en faisant simplement un return comme ceci. Pour la modification, c'est simple, c'est ça en fait. Vous faites juste ça, je vous le montre au passage. Vous mettez par exemple, allez on va mettre un nom new format pour qu'on sache que c'est autre chose, voilà. Et puis là vous faites simplement ça en fait. Là c'est juste de la modification de variables, ça c'est de ce qu'on a vu depuis le début de la formation. Donc si vous savez pas le faire, il faut revoir les premières vidéos. Et vous faites juste ça, tout simplement. Vous voyez, je dis que je remplace this format, d'accord, par la nouvelle valeur donnée. Donc en gros, on va y accéder là. On va faire par exemple player.getFormat, ok. Ça c'est l'accès normal. On va faire un accès après modification et par contre il faut c'est bon. Et là ensuite on va faire player.set, donc pour dire modifier. Et par exemple, on va modifier en M4A, je crois que c'est un format aussi, hop, comme ceci. Je rappelle, c'est MP3 au début. Là, on demande d'afficher le format. Là, on va le modifier. Et ensuite, on demande de réafficher. J'actualise ma page. Et voilà. La modification, c'est bien faite. Donc ça a fonctionné. Donc prenez cette habitude, pour l'accès ou la modification d'un attribut de votre classe, de faire une paire comme ça de méthodes. D'accord ? Pour chaque attribut que vous avez, vous faites un get de cet attribut qui fait juste un return, c'est le plus simple qu'on peut faire, le code minimal. Et pour le setter, vous faites simplement l'information à modifier qu'on récupère en paramètres, qu'on aura du coup lors de l'appel en tant qu'argument, et ensuite vous faites la modification. Voilà, ça c'est le code le plus simple qu'on puisse faire pour chaque attribut. Mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire en JavaScript, puisque vous avez vu comme tout à l'heure, je peux sans problème faire ça. Allez, je vous le montre. Je peux faire un setter directement comme ceci, et ici modifier. Et ça fonctionnera parce qu'encore une fois, pour le moment, JavaScript ne fait pas la distinction entre accès privé et public. Il ne donne pas en fait de niveau d'accès pour les attributs. Donc ça, en C++, quand on a un attribut privé, ce serait impossible à faire en Java également. En JavaScript, qu'il n'y a pas encore de distinction entre les deux, on peut malheureusement encore faire ce code-là, donc ça peut poser souci. Donc si vous avez l'habitude de vous servir des accesseurs, faites-le, c'est mieux. Et si c'est le premier langage de programmation que vous faites en JavaScript, prenez cette habitude dès maintenant, je vous l'ai montré en plus en vidéo, comme ça vous aurez de très très bonnes habitudes pour les autres langages éventuellement que vous pourriez apprendre par la suite. Si plus tard vous abordez d'autres langages de programmation, vous en viendrez à faire ça, donc c'est mieux de partir dès le départ sur ces habitudes-là et de pas commencer à modifier tout n'importe quoi depuis n'importe où. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait quoi? Ça fait une demi-heure de vidéo. Je pense de toute façon que j'ai dit un petit peu tout ce que je voulais vous dire ici. On commence tout juste. Je voulais surtout bien expliquer le paradigme de programmation orientée objet et après vous montrer comment créer une classe, comment créer une instance de cette classe pour obtenir un objet, utiliser quelques méthodes et voir un peu comment on peut manipuler les différents attributs. Donc je crois qu'on va s'arrêter là pour maintenant. On va juste terminer rapidement avec quelques petits éléments qui sont à savoir, mais on l'a vu déjà pour les fonctions. Évidemment, pour un constructeur, vous pouvez avoir des valeurs par défaut, d'accord, on peut très bien faire comme pour n'importe quelle fonction. Je rappelle que ça se comporte comme une fonction, c'est juste qu'elle a un nom un peu particulier ici, mais on peut avoir des valeurs par défaut pour les paramètres que l'on passe. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On peut aussi, et ça on l'a vu notamment avec les fonctions fléchées, les fonctions nommées, les expressions nommées, mettre une classe en tant qu'expression, d'accord. Je peux très bien faire ceci, MP, et ensuite je fais ça. Et du coup ici ma classe devient une expression. Alors là c'est une expression nommée, elle a un nom, mais je peux aussi faire une expression, donc une classe anonyme, sans problème. D'accord. Donc là je rappelle qu'après l'utilisation, je peux laisser ça comme ça de toute façon. Voilà. On va juste faire du coup, qu'est-ce que je vais faire, music player, attendez, je peux oublier quelque chose, non c'est bon, voilà, on n'oublie pas le point virgule, c'est bien de garder l'habitude par rapport à ça, et là après vous manipulez, comme n'importe quelle expression en fait, comme on l'a vu précédemment, votre classe directement, d'accord, c'est-à-dire que votre classe pour ici, elle est rattachée à MP, d'accord, et non plus à music player, donc ce qu'on va instancier en fait, c'est ça, c'est MP, ok, donc je peux faire par exemple let musique égale new mp et lui passer mp3 comme ceci, et là je vais faire musique.play.
pense que c'est bon. Ok, voilà. Donc ça c'est quand on a une expression nommée, vous voyez, je fais un empaquetage en fait de la classe dans une variable, ici, et après, automatiquement ça permet bah, voyez, de ne pas utiliser directement ce nom là. Donc je peux même évidemment faire ça, encore une fois, on est dans quelque chose qui est anonyme, donc ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et voilà, on va s'arrêter avec tout ce code là, on a eu pas mal de choses déjà, il y a eu beaucoup d'explications de données. S'il y a des questions concernant la programmation objet plus généralement, ou la syntaxe qu'on vient d'aborder ici dans cette séance, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à liker, je le dis encore une fois pas tout le temps, mais c'est voilà, bien de le rappeler quand même, de partager la vidéo, de partager la formation également, la playlist complète si des gens veulent apprendre JavaScript. Il n'y a pas encore beaucoup de vidéos publiées, mais ça va se faire de toute façon comme les autres vidéos petit à petit. J'en profite également pour rappeler que souvent on me dit bah tiens, quand arrive la suite de C++, quand arrive la suite de Java ou de autres, dites-vous qu'il y a plein de formations, d'accord, qui sont disponibles. Les gens attendent de tout, c'est-à-dire que peut-être que vous attendez la suite de JavaScript, mais dites-vous qu'il y a des gens qui attendent la suite de Java, des gens qui attendent la suite de C++, des gens qui attendent l'arrivée de C#, parce que c'est pas encore publié, commencé au moment où je fais cette vidéo. Donc je publie un peu tout à la fois, j'ai pas de date précise, c'est-à-dire j'ai pas une date où je me dis aujourd'hui je mets du JavaScript, dans une semaine je ferai du Java, c'est dans la semaine je vois, bah voilà, pour essayer de varier un petit peu, des fois j'avance sur une formation en 2-3 vidéos, puis après je viens sur une autre. Donc vous inquiétez pas, si une formation est démarrée, elle sera faite jusqu'au bout. Il y a que la formation hacking pour info qui est en pause, et je l'ai déjà expliqué dans la FAQ, notamment dans la réponse, dans les réponses à la FAQ, pourquoi elle était en pause. Elle se met en pause, elle n'est pas arrêtée, elle est juste en pause. Et pour le reste, bah voilà, vous avez juste à patienter tranquillement pour la suite des vidéos. Et il y a déjà de toute façon pas mal à voir dans tous les cas, et vous avez comme ça aussi le temps de vous exercer, voilà, que tout n'avance pas forcément trop vite, que vous ayez encore une fois possibilité d'avancer à votre rythme, puisque rien ne presse, vous pouvez effectivement avancer à votre rythme. Regardez et consultez les playlists d'exercices qui sont déjà disponibles pour pas mal de langages, et vous exercer, faire des petits projets, voilà, prendre le temps simplement, ne vous pressez pas, il y a bien le temps, et c'est comme ça que vous progresserez au mieux, c'est en allant à votre rythme, sans chercher voilà, à vous presser et à essayer de gagner du temps, sachant que vous êtes là pour apprendre, donc il n'y a pas de temps perdu, tout vous servira dans l'apprentissage et dans ce sur quoi vous vous formez. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance JavaScript, j'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouvelles séances en tout cas sur la chaîne. Portez-vous bien et je vous souhaite à tous en tout cas une bonne journée. Ciao ciao.